Quelques blocs de béton éparpillés dans la campagne, quelques cloches rouillées guettant depuis 50 ans un improbable ennemi, quelques casemates que la végétation et l'oubli recouvrent lentement, voici pour le passant les images de la ligne Maginot. Déjà en 1920 germait l'idée de construction d'un bouclier solide où s'écraserait toute tentative d'invasion et permettrait la préparation de contre-offensives. En 1930, André Maginot, ministre de la guerre, permettait à la France de se doter de la plus importante position fortifiée de son histoire. Tout au long de la frontière allemande, plus de 400 organisations fortifiées, de puissance variable, tendaient un rideau de feu infranchissable. Devant le choc terrible de mai 40, la ligne Maginot tenait ses promesses. Mais, contournée, elle sera livrée intacte à un ennemi qui n'a pu s'en emparer par la force. Les 20 000 hommes d'équipage, d'ouvrage, subissaient l'affront de la captivité. D'aucuns se souviennent. Ah, Fermont, mes jeunes années, combien de fois je me suis retrouvé ici, devant l'entrée réservée aux hommes. Les murs n'ont pas beaucoup changé, juste un peu délavés par le temps. En franchissant cette grille, les images du passé revivent devant mes yeux. Ah oui, le planton. L'ascenseur des hommes nous emmenait à 30 mètres sous terre, dans les entrailles de la forteresse. Ça sent toujours l'huile et le mazout. Mais alors les moteurs diesel tournent toujours? J'entends le martèlement au rythme lent et rassurant. J'y venais parfois voir Robert et Fernand, deux gars du pays. Avec quelle maîtrise, quel soin, ils entretenaient ces mécaniques régulières comme des horloges. Les cuisines, que de longues minutes passées ici, à attendre que les cuistots, objets de plaisanterie le plus souvent douteuses, aient fini de s'activer dans leurs marmites pour remplir les nôtres. Les repas étaient toujours des moments appréciés. On y partageait la soupe chaude, tout en échangeant des propos bruyants, tantôt imprégnés de la gravité de l'heure, tantôt d'une insouciance rigolarde. Alors voilà, on peut pas faire ça.
Tiens, je te passe la mienne. Normal, pourquoi tu rapportes toi de la défaillance là? Ça va un petit peu? Non, ça Ma chambre, que je partageais avec une joyeuse équipe. André, qui n'aimait pas cette guerre, mais la fera jusqu'au bout, puisqu'après une invasion spectaculaire, il reprendra le combat dans les forces françaises libres et trouvera une mort glorieuse en 1945 dans l'Authion. Jacques, qui lisait et relisait les lettres de sa fiancée, sans se douter que lorsqu'il la reverrait 5 ans plus tard, elle serait mariée avec un autre. Joseph, qui piquait toutes les revues qui traînaient et s'en abreuvait pour tuer le temps. Je ne l'ai jamais revu, mais on m'a dit qu'il serait tombé quelque part en Indochine. Le magasin à munitions. En me rendant à mon poste, je voyais les gars chargés d'aller chercher les lourds casiers d'obus. On les retrouvait sur les wagons du petit train que quelques parigots avaient surnommé le métro. Il allait et venait dans la galerie principale, rythmant la vie de l'ouvrage de son fracas. Sortez-moi l'obus. Le bloc 1, mon bloc. C'est dans ces blocs de combat que l'ouvrage trouvait toute sa dimension et sa raison d'être. Ici, au PC, Daniel, mon meilleur copain, secondait le lieutenant qui établissait les instructions de tir. Celle-ci était transmise à la surface, à la tourelle. La tourelle, un engin magnifique de rapidité et de précision. Une mécanique efficace, levant sans effort ses 70 tonnes à la moindre alerte. Tout en haut, sous la calotte d'acier, les canonniers, les singes comme on les appelait. Leur boulot, tirer, et ils le faisaient avec une précision diabolique. Feu! Vous pouvez tirer, comme vous. Feu! Allez, feu! Oui, Fermont, une merveilleuse machine de guerre que les Allemands ne parviendront pas à conquérir. Et pourtant, en franchissant à nouveau cette grille,
je ne peux m'empêcher de revoir le regard du soldat allemand qui surveillait notre sortie. Paradoxalement, c'est à l'extérieur, lorsqu'il refermera la grille derrière nous, que notre captivité a commencé. Elle durera 5 ans. Remis plus ou moins en état dans les années 50, l'ouvrage de Fermont sombre dans l'indifférence. Il en sortira en 1975 grâce aux efforts d'une association bien décidée à rouvrir ses portes définitivement. Mesdames, Messieurs, je vous présente M. Mestret, le fondateur, président d'honneur, fondateur et rénovateur du fort de Fermont. Mon cher président. L'ouverture au public se fit en juin 1977 et depuis, quelque part sur la ligne Maginot, Fermont tient toujours. Le président et les membres de l'Association des Amis de l'ouvrage de Fermont et de la ligne Maginot vous souhaitent une excellente visite.